Bonjour à tous, Tories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux ivoires du Penthouse Benson, un luxueux appartement perché au-dessus des rues animées de Manhattan. Deborah Charles était assise seule à la table du petit-déjeuner, les mains serrées dans une tasse en céramique chaude de thé à la camomille, son réconfort rituel. En face d'elle, la chaise restait intacte, comme toujours. Vincent était déjà parti. Il le faisait souvent. Elle fixait l'assiette qu'elle lui avait préparée, une omelette à la dinde, du pain complet et une tasse de café torréfié. Exactement comme il l'aimait, mais il n'avait pas pris la peine de le lui dire. Le silence qui régnait dans la pièce n'était pas nouveau. Il s'était enraciné, intégré à son quotidien. Deborah était habituée à son absence, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Son mari, Vincent Benson, était autrefois celui qui lui tenait la main lors des expositions d'art, lui murmurait ses rêves à l'oreille au clair de lune et l'embrassait sur le front avant de se coucher. Cet homme était parti depuis longtemps. Aujourd'hui, à 29 ans, Deborah oscillait souvent entre des séances de peinture qu'elle terminait rarement et des notes de son journal intime qu'elle ne relisait jamais. C'était une femme d'une grâce tranquille, avec des yeux noisettes profonds, de douces boucles brunes qui encadraient ses pommettes saillantes et une voix si douce qu'elle pouvait apaiser la tempête. Son amour pour l'art était le point d'ancrage de son âme depuis son enfance à Boston. Son rêve était de posséder une galerie vintage, un espace qui raconterait des histoires à travers des sculptures oubliées, des croquis anciens et des beautés méconnues. Mais ce rêve n'était plus qu'une note pliée au fond de son esprit, enfouie sous des années de négligence émotionnelle. Vincent s'était moqué de lui à plusieurs reprises, le qualifiant de perte de temps et d'énergie. Alors, Deborah passait ses journées à peindre en cachette, à écouter du jazz français et à contempler la ville depuis les baies vitrées, imaginant une autre version de sa vie. Un monde où l'amour était chaleureux, le soutien sincère, et où son rire n'était pas un son dont elle avait besoin pour se souvenir. Ses seuls moments de réconfort venaient de ses visites hebdomadaires à la petite librairie ancienne de Soho, où elle était encore appelée par son nom de jeune fille, Miss Charles. Là, entourée de reliures de cuir craquelé et de marque-pages peints à la main, elle se sentait comprise. Elle apportait souvent des pâtisseries au vieux propriétaire, M. Langston, qui appréciait ses histoires et l'interrogeait sur son roman inachevé et son rêve de galerie depuis longtemps perdu. Un jour, tu peindras à nouveau, disait-il toujours en lui tapotant la main. Deborah souriait, mais son cœur restait incertain. À la maison, elle était invisible. Vincent parlait à peine, sauf pour donner des instructions. Lors des événements, elle n'était présentée que lorsque c'était nécessaire, souvent oubliée derrière son sourire officiel. Pourtant, malgré les fissures grandissantes dans son mariage, Deborah s'accrochait, peut-être à l'espoir, ou peut-être au dernier fil d'un amour auquel elle croyait autrefois. Vincent Benson franchit les portes vitrées de Benson Global Holdings avec l'autorité d'un général partant au combat. Chaque pas résonnait d'autorité. Vêtu d'un costume italien gris anthracite, d'une chemise blanche impeccable et d'une épingle à cravate argentée gravée de ses initiales, Vincent incarnait le pouvoir raffiné. Ses employés savaient qu'il valait mieux ne pas parler lorsqu'il passait, tête baissée, écran cliqué et posture corrigée. Vincent n'était pas le genre de patron à inspirer la compassion. Il régnait par la précision, la peur et la promesse du succès. À 38 ans, il avait bâti l'un des empires immobiliers les plus redoutables de la côte est, transformant des immeubles délabrés en complexes haut de gamme et des quartiers oubliés en investissements de plusieurs milliards de dollars. Ses conseils d'administration étaient des guerres silencieuses où seuls les résultats parlaient, et son nom dans la presse était souvent suivi de termes comme titan, requin ou inébranlable. Mais sous les costumes et les contrats prestigieux se cachait un homme qui avait enfoui l'empathie sous l'ambition. Chez lui, Vincent était devenu un fantôme dans son propre mariage. Deborah n'était plus qu'une ombre à ses côtés, présente mais inaperçue. Il ne lui demandait pas où elle allait, ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle voulait. Les conversations étaient purement transactionnelles. Si elle cuisinait, il mangeait rarement. Si elle parlait, il l'écoutait à peine. Interrogé sur ses rêves, il les qualifiait de passe-temps fantaisistes sans réelle valeur. Dans le monde de Vincent, seul le profit comptait. Il considérait les émotions comme des handicaps, la compassion comme une faiblesse et les sentiments comme un gaspillage. L'amour, à ses yeux, avait perdu sa définition,
et à mesure que son affection pour Deborah déclinait, son intérêt pour Pamela Tyler explosait. Pamela n'était ni douce ni réservée comme Deborah. Audacieuse, coquette et toujours visible, Pamela, créatrice de luxe réputée pour ses défilés provocateurs et son sens du spectacle, savait capter l'attention et la conserver. Elle avait rencontré Vincent lors d'un événement d'entreprise dont elle avait été chargée de la décoration. Depuis, sa présence était devenue bien plus que professionnelle. En privé, Vincent finançait l'agrandissement de la boutique de Pamela et dissimulait ses investissements ratés sans sourciller. Elle était son échappatoire, son chaos, son indulgence. Il admirait son désir insatiable d'être sous les feux des projecteurs et tombait peu à peu dans son piège. Contrairement à Deborah, Pamela ne lui demandait pas son cœur. Elle lui demandait son portefeuille, ses relations et parfois, son appartement en attique lorsqu'elle avait besoin d'être vue. Vincent, à son tour, la comblait de cadeaux qu'il n'aurait jamais pensé offrir à sa femme. Aux yeux des autres, il restait l'homme vif et calculateur qui dominait chaque pièce où il entrait. Mais dans les bureaux de Benson Global et les recoins cachés de sa vie privée, la frontière entre affaires et trahison s'estompait chaque jour. Il remarqua à peine que son mariage s'étiolait, car, dans son esprit, Deborah faisait déjà partie du décor. Et Pamela était la nouvelle figure qu'il était déterminé à faire briller. Pamela Tyler fit son entrée chez Benson Global Holdings comme si elle en était propriétaire. Vêtue d'un blazer cramoisi sur mesure, de talons aiguilles assortis et de lunettes de soleil surdimensionnées qui affichaient une attitude de défiance, elle passa devant la réception sans avoir besoin de s'enregistrer. Le personnel la connaissait. Les jeunes stagiaires admiraient son style, les cadres plus âgés la regardaient avec suspicion, et l'assistante personnelle de Vincent, Lydia, se contentait de serrer la mâchoire chaque fois que Pamela entrait dans la suite exécutive sans prévenir. C'était devenu une habitude. Pamela arrivait sans prévenir, murmurait à l'oreille de Vincent lors de déjeuners privés et croisait par hasard des associés de renom pendant les pauses du conseil. Elle n'était plus seulement l'amante de Vincent. Elle s'immisçait dans les affaires de l'entreprise, suggérant des stratégies créatives de rebranding et influençant même des décisions mineures de conception pour le dernier projet immobilier en bord de mer de l'entreprise. À chaque sourire narquois, à chaque remarque parfaitement opportune, Pamela resserrait son emprise sur Vincent et son empire. Ce qui avait commencé comme un flirt s'était transformé en manipulation calculée. Pamela savait quel membre du conseil d'administration était vulnérable au charme et quel client appréciait le frisson du glamour. Elle organisait des dîners, fréquentait les architectes et proposait des conseils de style que Vincent présentait comme siens dans ses notes de service. En privé, elle se moquait de Deborah avec une cruauté désinvolte, faisant souvent remarquer que certaines femmes ne savaient pas comment s'habiller pour réussir. Vincent ne la corrigeait jamais. Au contraire, il riait, parfois maladroitement, parfois sincèrement. Il était clair que Pamela appréciait ce contrôle, et plus encore qu'elle voyait Deborah comme une faible relique du passé de Vincent. Son influence s'est d'abord insidieusement répandue, mais elle a rapidement commencé à proposer des idées pour réorienter les ressources de l'entreprise vers ses projets personnels. Elle a évoqué un partenariat entre sa boutique et les nouveaux immeubles commerciaux que Benson Global construisait en centre-ville. Personne ne l'approuva officiellement, mais Vincent n'y objecta pas non plus. Pamela obtenait ce qu'elle voulait. De retour à la maison, Deborah commença à remarquer des changements, non seulement dans la routine de Vincent, mais aussi dans son ton. Ses réunions nocturnes se multiplièrent, son odeur changea, des notes d'eau de Cologne qu'elle ne connaissait pas persistèrent sur son col. Des dépenses de salons de luxe et de boutiques de créateurs qu'elle n'avait jamais visitées apparurent sur le compte joint. Un soir, elle trouva dans son bureau un colis à moitié ouvert, un collier en saphir qu'elle n'avait jamais reçu. Deborah n'était ni naïve ni conflictuelle. Au contraire, elle observait. Elle écoutait. Elle commença discrètement à observer les signes. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de l'intuition. Et même si elle ne connaissait pas Pamela par son nom, elle sentait sa présence se resserrer autour de la vie que Deborah avait autrefois construite avec amour et patience. Quelque chose était en train de changer, et Deborah ne voulait plus faire semblant de ne rien remarquer. C'était un vendredi après-midi pluvieux lorsque Rachel Charles arriva aux Pontous des Benson, son manteau dégoulinant et ses boucles légèrement humides malgré le parapluie qu'elle portait. Elle n'attendit pas que Deborah ouvre la porte. Elle avait un double des clés et le droit de s'en servir. Dès qu'elle entra,
la chaleur de l'habitacle luxueux contrasta avec le frisson qu'elle ressentait face à la vie de sa sœur. Déborah l'accueillit avec un doux sourire, vêtue d'un cardigan douillet et d'un jean, le regard fatigué mais bienveillant. Les deux sœurs s'embrassèrent, mais Rachel ne perdit pas de temps en politesse. Dès qu'elle s'installa dans le fauteuil de velours, elle scruta le salon comme un détective inspectant une scène de crime, impeccable mais stérile. Pas de photos de mariage encadrées. Aucune trace de joie. Juste un design froid et un espace vide. « Où est Vincent ?» demanda Rachel, connaissant déjà la réponse. Le soupir de Déborah fut une réponse suffisante. Rachel avait toujours été féroce, opiniâtre, impulsive et farouchement protectrice. Bien plus jeune que Déborah, elle n'avait jamais pleinement approuvé Vincent. Dès le début, Rachel avait senti son narcissisme caché derrière son charme. Maintenant, voyant sa sœur plus fantôme que femme, elle avait du mal à contenir sa colère. « Tu as l'air épuisé » dit-elle sans détour. « Cet endroit ressemble à un musée. Et toi? Tu t'es évanoui, Deb. » Déborah a essayé d'en rire, disant qu'elle peignait davantage et se reposait, mais Rachel n'y croyait pas. « Ne m'y mène pas. Tu ne peins plus. Tu n'y risques plus. Et ne fais même plus semblant que toi et Vincent partageaient encore une vie. J'ai vu plus d'alchimie entre inconnus dans le métro. » Les yeux de Déborah s'emplirent de larmes, non pas parce qu'elle était offensée, mais parce que la vérité était plus profonde lorsqu'elle était dite par quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Elles passèrent le reste de la soirée dans la cuisine, partageant une bouteille de vin rouge pendant que Rachel préparait son célèbre risotto aux épinards. Le repas était chaud, la conversation animée. Rachel demanda si Déborah avait pensé à partir, à vraiment partir. Elle rappela à sa sœur la femme qu'elle était autrefois, vibrante, passionnée, inépuisablement créative. « Tu as fait un rêve, Deb. Un vrai. Et maintenant, tu es coincée dans une cage sans âme où ton mari refuse même de te regarder. Tu mérites mieux. » Déborah resta assise en silence un long moment avant de murmurer. « Ce n'est pas si simple, Rats. » Rachel n'insista pas, elle savait que cela prendrait du temps, mais elle partit ce soir-là avec un avertissement ferme. « Tu disparais dans ce mariage. Un jour. Tu te révéleras et et reconnaîtras plus. Et quand ce jour viendra, j'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » L'invitation était arrivée quelques jours plus tôt, une carte embossée et bordée d'argent, conviant M et Madame Vincent Benson à un dîner privé organisé par l'une des plus grandes sociétés d'investissement de New York. Déborah avait hésité avant même d'en parler à Vincent, doutant qu'il la veuille bien. À sa grande surprise, il leva à peine les yeux de son ordinateur portable lorsqu'il lui dit « Tu devras porter une tenue élégante. Pamela s'occupe de la décoration des invités, alors assurez-vous d'être impeccable. » Ce n'était pas un compliment, c'était une exigence, une directive empreinte d'une froide indifférence. Déborah avait choisi une simple robe noire avec un châle en soie, un maquillage discret et des cheveux coiffés en un chignon classique. Elle se sentit invisible dès leur arrivée. Vincent remarqua à peine sa présence tandis qu'il serrait la main de ses associés, riait avec les dirigeants et trinquait au champagne sous des lustres tamisés. La salle à manger de l'hôtel Cavendish était dorée et majestueuse, mais la tension dans la poitrine de Déborah rendait la pièce plus froide que la glace. Le dîner fut servi et Pamela Tyler fit son entrée avec 30 minutes de retard, exactement comme prévu. Elle portait une robe vert émeraude audacieuse qui moulait chaque centimètre de sa silhouette, attirant tous les regards, y compris celui de Vincent. Déborah était assise tranquillement à la gauche de Vincent, hochant poliment la tête pendant les conversations, ne prenant la parole que lorsqu'on le lui demandait. Mais à mi-chemin du repas, alors que l'hôte présentait les invités et leur contribution au dernier projet de développement riverain de plusieurs millions de dollars de l'entreprise, Vincent fut interrogé sur la manière dont sa femme avait soutenu le processus. Il esquissa un sourire narquois en faisant tourner son vin. « Déborah, dit-il d'un ton léger, sans même lui jeter un regard. Oh, elle est plus dans les loisirs et les coups de pinceau. De jolies choses sur toile. Elle nous laisse le vrai travail. » Quelques rires suivirent. Les joues de Déborah brûlèrent. Ce n'était pas seulement un rejet, c'était la façon dont il le disait. Comme si elle était un accessoire. Decoratif. Inutile. Pamela, assise 2 chaises plus loin, se pencha avec un sourire suffisant et ajouta. Eh bien, tout le monde ne supporte pas la pression de l'entreprise. Certains d'entre nous sont plus à l'aise avec les choses douces de la vie. L'insulte n'était pas subtile. Déborah serra les mâchoires, mais garda son sang-froid.
Elle coupa son steak lentement, les yeux rivés sur son assiette, sa dignité à fleur de peau. Autour d'elle, les rires et les conversations continuaient de s'élever, mais elle avait cessé d'écouter. Son cœur battait fort tandis qu'elle repensait aux paroles de Vincent. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était une trahison, pure et simple. Tandis que les serveurs débarrassaient les assiettes et que le dessert était servi, Déborah s'excusa et sortit sur la terrasse. Debout dans l'air nocturne, elle contemplait l'horizon scintillant, son châle serré autour de ses épaules. Le rire intérieur de Pamela lui parvint, aigu et triomphant. Déborah ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle restait simplement immobile, figée dans la prise de conscience. Quelque chose avait changé en elle. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le début de sa rébellion silencieuse. C'était un samedi après-midi tranquille lorsque Déborah entra dans la librairie de livres rares de Mersey Street, l'un des rares endroits de la ville où le temps semblait s'arrêter. L'ensemble de papiers anciens et d'étagères en chêne lui apportait un étrange réconfort. Elle avait besoin d'évasion. L'humiliation du dîner d'affaires résonnait encore dans son esprit comme une blessure fraîche. Ses doigts parcoururent les dos des romans reliés en cuir, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour détourner son attention de sa vie brisée. Au détour d'un rayon fiction, elle croisa un homme portant une pile de livres. « Oh, je suis vraiment désolée, dit-elle précipitamment. L'homme ricana en stabilisant sa charge. « Pas de mal, répondit-il chaleureusement, avec un léger accent européen. Il était grand, beau et buriné, avec des cheveux poivre et sel, une peau hâlée et des yeux qui avaient visiblement vu bien plus loin que son âge ne le laissait entendre. Ils entamèrent une conversation informelle, d'abord sur les livres, puis sur l'art, puis sur la ville elle-même. Il s'appelait Oliver Moreau, ancien photographe de mode devenu marchand d'art. Lorsque Déborah évoqua son rêve de posséder une galerie vintage, son regard s'illumina d'un intérêt sincère. « Tu as le regard de quelqu'un qui perçoit encore la beauté, même au milieu des ruines, » dit-il gentiment. Pour la première fois depuis des jours, Déborah sourit. Alors qu'ils se dirigeaient vers le café de la librairie, leur conversation s'orienta vers le design et la mode. Lorsqu'elle mentionna nonchalamment le nom de Pamela Tyler en référence à l'inauguration d'une boutique à laquelle elle avait assisté, Oliver se figea. Sa posture se raidit légèrement et la chaleur de son expression s'estompa. « Tu connais Pamela » demanda-t-il d'une voix soudain réservée. Déborah hocha lentement la tête. « Elle est impliquée avec mon mari. Elle travaille avec lui sur certaines affaires. » Le silence d'Oliver s'éternisa, puis il expira profondément en se frottant le menton. « Et connaissez Pamela. »« Très bien. Trop bien. J'en ai peur. » Ce qui suivit fut une révélation calme, mais glaçante. Oliver expliqua que Pamela avait été sa fiancée. Ils se sont rencontrés à Paris, où elle était mannequin et s'essayait à la décoration d'intérieur. Au début, elle était dynamique et passionnée, mais à mesure que leur relation s'approfondissait, il a commencé à remarquer des schémas récurrents. Manipulation sous couvert de séduction, mensonges constants, sautes d'humeur soudaines et obsession pour la richesse. Lorsque sa carrière a pris un coup, elle s'est retirée. Il a découvert qu'elle détournait de l'argent de leur compte joint et qu'elle était secrètement impliquée avec un autre investisseur. Pamela est intelligente, a-t-il averti d'un ton ferme. Mais elle est dangereuse. Elle n'aime pas les hommes, elle les utilise. Une fois qu'elle a épuisé ce qu'elle désire, elle part sans se retourner. Le cœur de Déborah s'emballa. Tout commença à prendre un sens terrifiant. Elle remercia Oliver discrètement, laissa son numéro au cas où et sortit du magasin les mains tremblantes. Ce qu'elle avait pressenti était réel. Et maintenant, quelqu'un d'autre l'avait confirmé. Pamela n'était pas seulement une menace pour son mariage. Elle était une bombe à retardement sous l'empire de Vincent. Déborah sortit de la librairie dans l'air vif de Manhattan, l'esprit en ébullition, submergé par les avertissements d'Oliver Moreau. Le bruit de la circulation et des pas précipités sur le trottoir s'estompa sous le poids de ses paroles. Pamela, autrefois fiancée à lui, l'avait trompé, manie. Hulé et volé, Vincent avec le même sourire venimeux. Déborah marchait sans but sur des pâtés de maison, ses talons claquant sur le trottoir comme un métronome de ses pensées anxieuses. Tout ce qui semblait une cruelle coïncidence s'inscrivait désormais dans un schéma précis. Les extensions extravagantes de la boutique, l'influence soudaine de Pamela sur les décisions de l'entreprise, la façon dont Vincent la défendait même lorsque cela n'avait aucun sens. Ce n'était pas une simple liaison. C'était une campagne,
et Déborah n'avait été qu'une victime collatérale. Lorsqu'elle revint enfin aux Pentouses, le silence était plus pesant que d'habitude. Vincent avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, annonçant un rendez-vous dans le Connecticut. De retour tard. Aucune explication, aucune excuse. Déborah jeta ses clés dans le bol, se servit un verre d'eau et resta debout au bord de la table à manger, contemplant la ville. Son reflet dans le verre était lointain, fantomatique. Elle en avait assez de se sentir spectatrice de sa propre vie. Elle devait être sûre avant d'agir. Elle devait vérifier les affirmations d'Oliver. Déborah se dirigea vers le bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Le nom de Pamela Tyler fit surgir des dizaines d'articles de magazines et d'interviews contrôlés par des attachés de presse. Mais des recherches plus approfondies sur les forums, les documents financiers et les articles d'archives révélèrent des histoires plus discrètes, cachées. Un procès à Milan, enfoui sous le sceau de la confidentialité. Un partenariat raté avec une boutique de Lisbonne. Des rumeurs discrètes sur les blogs d'art et de mode la qualifient de toxique, calculatrice et dangereusement persuasive. Armée de captures d'écran et de notes, Déborah envoya un email à Rachel avec une seule phrase. « J'ai besoin de parler. De toute urgence. » Elle fixa ensuite sa photo de mariage sur l'étagère du couloir, un Vincent plus jeune, souriant avec une affection sincère, et une Déborah aux yeux brillants, s'accrochant à l'espoir. Cet homme n'existait plus. Le lendemain matin, elle retrouva Oliver au même café-librairie. Cette fois, elle avait apporté un enregistreur. Il n'hésita pas. « Si elle est avec ton mari maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit vidé de plus que de l'argent, dit-il gravement. Elle en veut à son entreprise. Elle ne s'arrêtera pas à moins d'être démasquée ou payée pour disparaître. J'ai essayé la deuxième option, mais ça n'a pas marché. » Déborah est repartie de cette réunion avec quelque chose qu'elle n'avait pas emporté depuis longtemps, une lucidité. Pamela n'était pas seulement dangereuse. Elle était réfléchie. Et Déborah ne pouvait plus se permettre de rester passive. Elle devait trouver un moyen de protéger le peu qui lui restait avant que Pamela ne prenne tout. Rachel Charles n'avait jamais été du genre à rester passive, surtout quand il s'agissait du bien-être de sa sœur. Dès qu'elle reçut le message de Déborah, elle prit le premier train pour la ville et arriva aux Pentouses avec un ordinateur portable, 2 téléphones et une expression sombre. Déborah n'eut pas besoin de dire grand-chose. Elle tendit simplement à Rachel le dossier de notes et de captures d'écran qu'elle avait compilé lors de ses rencontres avec Oliver et de ses recherches en ligne de la veille. Rachel parcourut les papiers en silence, son regard s'assombrissant à chaque ligne. « Si seulement la moitié de ce que je viens de dire est vrai, » murmura-t-elle, « une tempête approche. » Déborah hocha la tête, les mains jointes. « J'ai besoin de savoir jusqu'où ça va. Pouvez-vous m'aider à le découvrir ?» Rachel ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle sortit son MacBook, s'installa sur l'îlot central de la cuisine et commença à taper avec détermination. Rachel n'était pas seulement la sœur de Déborah. C'était une experte comptable judiciaire agréée, connue pour son travail de conseil auprès de start-up et de sociétés de capital investissement. Elle avait un œil aiguisé pour repérer les transferts cachés, les sociétés écrans et les tactiques d'évasion fiscale. En moins d'une heure, elle s'était plongée dans le labyrinthe de l'empire financier de Vincent Benson, passant au crible des documents cryptés, des comptes à plusieurs niveaux et des relevés d'investisseurs. À première vue, tout semblait impeccable. Mais Rachel avait vu trop de fraudes astucieuses pour se laisser tromper par un raffinement superficiel. Elle a continué à creuser. Et puis elle a trouvé un transfert, subtil mais significatif. 2 mois plus tôt, Vincent avait discrètement transféré la propriété d'un important projet immobilier évalué à plus de 18 millions de dollars à une SARL enregistrée sous le nom de TIE Design Inc. Déborah se pencha par-dessus l'épaule de Rachel, les sourcils froncés. « C'est l'entreprise de Pamela » murmura-t-elle. Rachel serra las dents. C'était pire. Il avait non seulement déplacé des biens, mais aussi des liquidités, plus de 3 millions de dollars, et échelonné les transactions. L'argent est réparti entre sa SARL et un compte offshore partagé. Tout cela sans votre signature. Les genoux de Déborah ont failli céder. Mais il ne peut pas faire ça. Nous sommes mariés. C'est notre argent. Nos biens. Rachel se tourna vers elle, le visage dur. Il a tout planifié, Deb. Ce n'était pas impulsif. Il te prépare à repartir sans rien pendant qu'il intègre ta fortune à la sienne. Le souffle de Déborah s'arrêta. La trahison n'était plus seulement émotionnelle,
Elle était financière, juridique, calculée. Rachel se leva et attrapa son téléphone. « J'appelle Mélissa. Elle est avocate d'affaires et elle me doit une faveur. Il faut qu'on commence à tout documenter dès maintenant. Chacun de ses faits et gestes, chaque compte auquel tu peux accéder, chaque courrier qui arrive. » Tandis que Rachel commençait à coordonner ses démarches avec son conseiller juridique, Déborah resta assise, stupéfaite, à contempler les murs élégants du Penthouse qui lui donnaient autrefois l'impression d'être chez elle. Tout était mensonge. Et si elle n'agissait pas vite, elle perdrait bien plus qu'un mariage. Elle perdrait son identité, sa dignité, son avenir. Mélissa n'avait pas revu Déborah Charles depuis leurs années à Columbia, où elle partageait des chambres universitaires, des plats à emporter de minuit et des conversations nocturnes sur la transformation du monde. À l'époque, Déborah était l'âme calme et artistique qui dessinait entre les cours, tandis que Mélissa était l'étudiante en droit fougueuse, à la langue bien pendue et à l'esprit encore plus vif. Leurs chemins se sont séparés après l'obtention de leur diplôme. Déborah a épousé Vincent et s'est évanouie dans son monde fastueux, tandis que Mélissa a gravi les échelons du droit des sociétés, devenant finalement associée chez Grant & Chambers LLP. C'est ainsi qu'elle a reçu l'appel urgent de Rachel, suivi d'un email bref mais chargé de Déborah, dont l'objet était « J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît ». Elle libéra son emploi du temps de l'après-midi sans hésiter. Mélissa retrouva les sœurs dans un café privé niché dans un ancien musée d'art de Midtown. Déborah paraissait fragile sous son calme, les mains jointes, les yeux cernés par l'insomnie. Mélissa écoutait attentivement Rachel lui détailler les transactions découvertes, les transferts d'actifs et la tempête qui couvait à huis clos. Elle n'interrompit pas, ne jugea pas. Une fois l'histoire terminée, elle ouvrit sa serviette, en sortit un bloc-notes jaune et regarda Déborah dans les yeux. D'abord, on documente tout. Email, relevé bancaire, conversation, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on soupçonne. Deuxièmement, nous gelons ce que nous pouvons. Je rédigerai des motions d'urgence pour stopper tout mouvement d'actifs. Et troisièmement, nous vous préparons à la guerre juridique qu'ils pensent que vous n'avez pas le courage de mener. Sa voix était calme, mais résolue. Déborah sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, non pas de la peur cette fois, mais une lueur de force. Au cours des jours suivants, Mélissa opéra tel un stratège derrière les lignes ennemies. Elle aida Déborah à ouvrir un compte séparé à son nom, lui conseilla de récupérer discrètement ses documents personnels et ses objets de valeur sentimentale, et la prépara à l'inévitable confrontation qui allait suivre. Durant tout ce temps, Mélissa ne la traita jamais comme une victime. On a fait confiance à la mauvaise personne, dit-elle un soir, en examinant une série de signatures falsifiées et de contrats dissimulés. Mais maintenant, tu te bats intelligemment. Laisse-le te sous-estimer. Mais tout le monde n'était pas un allié. La rumeur commença à circuler dans certains cercles sociaux selon laquelle Déborah était stressée, instable ou perturbait les affaires de Vincent. Il était clair que Pamela avait commencé à user de son influence en lançant une campagne de dénigrement discrète. Déborah observait la situation avec une lucidité croissante. Elle n'était plus seulement une épouse dans l'ombre. Elle était désormais une menace. Et les menaces, comprit-elle, n'attendent pas d'être anéanties. Ils apprirent à frapper les premiers. Dès la deuxième semaine d'avril, l'ambiance chez Benson Global Holdings commença à changer. Des murmures circulaient dans les couloirs, plus discrets que les ragots, mais plus forts que le silence. Le nom de Pamela Tyler était sur toutes les lèvres, toujours suivi de regards nerveux et de phrases inachevées. Au début, il s'agissait d'une rumeur selon laquelle des fonds alloués à un nouveau projet d'aménagement du front de mer avaient disparu. Puis, une note interne, provenant de comptes signalés comme confidentiels en en-tête, est arrivée, alertant les cadres supérieurs d'incohérences dans les justificatifs de dépenses liées à un entrepreneur indépendant, qui n'était autre que le cabinet de design de Pamela. Vincent a tenté d'apaiser la tempête à huis clos, en demandant des audits internes et des réunions stratégiques d'urgence. Mais les dégâts avaient déjà commencé à s'aggraver. Les dirigeants, qui auparavant s'inclinaient rapidement, ont commencé à poser des questions. Les chefs de division commencèrent à réagir. Son emprise, autrefois inébranlable, s'effritait et Pamela, la femme qu'il avait pourtant valorisée, était désormais la source de cette érosion. Dans son bureau vitré donnant sur la 5e avenue, Vincent était assis, figé, à son bureau tandis que Lydia, son assistante de longue date, l'informait des rumeurs qui circulaient parmi les membres du conseil d'administration.
Deux vice-présidents demandent une réunion à huis clos, dit-elle prudemment. Ils veulent des éclaircissements sur votre relation avec Pamela et sur les détournements de fonds pour financer ces projets. Vincent Sarah Last Dance. Les projets de Pamela étaient tous approuvés par les voix officielles, dit-il froidement. Mais même lui n'y croyait plus. Rien qu'au cours des 6 derniers mois, Pamela l'avait convaincu de donner son feu vert pour plus de 5 millions de dollars de contrats d'intérieur de luxe, de partenariats de marque et de location de boutiques, le tout sous couvert d'alignement marketing. Vincent avait ignoré les signaux d'alarme, car elle lui donnait l'impression d'être désiré, puissant, intouchable. Maintenant, ses indulgences se transformaient en fardeau. Pamela, quant à elle, était introuvable ce matin-là, son téléphone était injoignable, son nom étrangement absent du bail de son propre bureau. Entre-temps, la dynamique d'équipe au sein de l'entreprise s'était fragilisée. Des analystes ont commencé à faire part de leurs inquiétudes aux médias, et un billet de blog anonyme a fait surface, qualifiant Vincent Global d'empire en déclin, mené par la distraction. Le bras droit de Vincent, Charles Ingram, a demandé une retraite anticipée. Les principaux clients ont commencé à renoncer aux négociations. Dans les salles de pause et les ascenseurs, les employés se demandaient combien de temps l'entreprise pourrait survivre sous sa direction actuelle. Pour la première fois de sa carrière, Vincent Benson n'était plus aux commandes. C'était lui l'homme surveillé. Et même s'il continuait à aboyer des ordres et à lancer son regard noir, les fondations sous lui commençaient à s'effondrer, et il ne savait pas encore que Déborah observait la scène avec une résolution silencieuse et grandissante. L'enveloppe arriva un mardi, épaisse et couleur crème, avec des lettres dorées en relief et l'insigne de Benson Global sur le sceau. Déborah le fixait du regard, posé sur le comptoir de la cuisine, comme un avertissement plutôt qu'une invitation. Elle savait déjà de quoi il s'agissait. Le gala annuel d'hiver de Benson Global, l'événement le plus médiatisé de l'année pour Vincent, auquel participaient investisseurs, presse, personnalités politiques et élites du secteur. C'était une soirée de toast au champagne, de discours creux et d'étalage public de succès. Et cette année, Vincent insista pour qu'elle y assiste. Ni par affection, ni par enthousiasme, mais comme s'il lui faisait une obligation formelle. Portez des vêtements qui ne détonnent pas avec le décor. Et soyez en avance. Pamela a organisé les tables, avait-il dit la veille, d'une voix sèche en boutonnant ses poignets. Déborah ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête, comme elle le faisait souvent, et retourna à son thé. Mais au fond d'elle, la peur lui serrait les côtes comme du fil de fer. Les jours précédant le gala s'écoulèrent lentement, péniblement. Déborah savait que cet événement ne devait pas l'inclure. C'était le terrain de jeu de Pamela, organisé jusqu'aux compositions florales et à la hauteur du lustre. Déborah ne serait plus qu'un ornement fantomatique dans l'image publique immaculée de Vincent. Pourtant, elle s'était préparée. Rachel avait proposé d'y aller à sa place, à moitié en plaisantant, mais Déborah secoua la tête. « Non, dit-elle doucement. Il veut que je voie quelque chose, ou que je sois vue. Il faut que j'y sois. » Le soir du gala, elle portait une robe bleu nuit longue, simple, élégante et entièrement de son choix. Ses cheveux, retenus par des cônes argentés, encadraient son visage avec une défiance discrète. Il n'y aurait ni styliste, ni employé, ni glamour emprunté. Elle entra dans la salle de bal sur ses talons, portant des années de silence comme une armure. Le lieu était une imposante salle de bal d'hôtel, ornée d'or, scintillant sous des milliers de lumières suspendues. Déborah franchit l'entrée et fut immédiatement accueillie par des regards curieux et de faibles murmures. Elle n'était pas à sa place. Tout le monde le savait. Les mondaines en robe sur mesure, les hommes en smoking sur mesure, les photographes qui l'ignoraient presque, tel était désormais le monde de Pamela. De l'autre côté de la pièce, elle aperçut Vincent debout près du mur multimédia, la main posée bien trop confortablement sur la taille de Pamela sous les flashs des appareils photo. Déborah ravala sa douleur et traversa la pièce en silence, telle une étrangère dans sa propre vie. Son nom n'était même pas inscrit sur le marque-place à côté de celui de Vincent, à la table d'honneur. Au lieu de cela, elle se retrouva assise près de la sortie, près de la porte du traiteur, loin des rires, loin de son soi-disant mari. Et pourtant, elle resta, par devoir, par dignité, et parce qu'au fond d'elle-même, quelque chose lui disait que cette soirée allait tout changer. La salle de bal scintillait d'or et de cristal sous les lustres en cascade, chaque surface étincelant comme du verre poli. Déborah se tenait au bord de la foule,
sa flûte de champagne intacte, les doigts serrés devant elle. Autour d'elle, hommes et femmes en smoking sur mesure et robes haute couture riaient, trinquaient et échangeaient des potins sur le monde de l'industrie. Mais malgré le glamour, elle se sentait comme un fantôme dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vincent était la star ce soir-là, dominant la scène au fond de la salle, où se dressait un décor personnalisé Benson Global. Avec Pamela à ses côtés, il a charmé les investisseurs, serré la main de personnalités politiques et posé pour les photographes. Déborah connaissait son rôle. Sourire. Rester immobile. Tais-toi. Mais quelque chose en elle commençait à trembler, non pas de peur, mais d'épuisement. Ce n'était plus de l'inconfort. C'était de la cruauté, habillée de paillettes et de projecteurs. Ça s'est passé vite, comme c'est souvent le cas pour toutes les humiliations. Après quelques discours et un diaporama célébrant les réussites de l'entreprise, Vincent a pris la parole avec son arrogance habituelle, remerciant son équipe, son conseil d'administration et Pamela. Et bien sûr, dit-il avec un sourire narquois, la femme qui a contribué à façonner notre direction créative cette année, Pamela Tyler. Les applaudissements fusent. Le regard de Déborah s'assombrit. Aucune mention d'elle. Pas même un regard furtif. Mais ensuite, peut-être poussé par le champagne ou son ego, Vincent continua. Certains d'entre vous se demandent peut-être où ma femme se situe dans tout ça, dit-il en riant, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie anodine. Eh bien, vous savez comment c'est. On fait tous des erreurs quand on est jeune. Des rires se répandirent dans la salle comme une traînée de poudre. Tous ne s'y joignirent pas, mais suffisamment. Déborah ne bougea pas. Son visage se figea, sa colonne vertébrale se raidit et son cœur se brisa dans un silence absolu. Pamela esquissa un sourire narquois à l'autre bout de la salle, triomphante dans son silence. Au fond de la salle, debout, discret parmi l'élite, se tenait Alexander Grant, le PDG de Grande Venture Capital. Il était venu par courtoisie, ayant investi dans l'un des premiers projets de Benson Global. Mais il était resté en retrait toute la nuit, observant plutôt que participant. Il avait vu Déborah, pas seulement à ce moment de douleur, mais plutôt, seule, digne, ignorée. Et maintenant, tandis que la foule s'éloignait et que Déborah restait immobile, les yeux brillants, le menton à peine levé, il se pencha vers son assistante et lui dit « Découvrez qui elle est ». Il n'était pas attiré par la pitié. Il était attiré par la tempête silencieuse dans son regard, par la grâce avec laquelle elle encaissait un coup qui aurait détruit quelqu'un d'autre. Déborah ne savait pas encore que l'humiliation, sous le bon angle, pouvait être le début de quelque chose de puissant. Mais Alexander Grant, lui, le savait. Et il n'a jamais manqué un début. Déborah n'attendit pas la fin du gala. Dès que les rires s'apaisèrent et que la lumière se porta sur les orateurs suivants, elle quitta son siège et se glissa par une porte latérale menant à un couloir plus calme. Ses talons claquèrent sur le sol de marbre à un rythme rapide et irrégulier, ses yeux brillants de larmes retenues tandis qu'elle gardait le regard baissé. L'écho des mots de Vincent, « On fait tous des erreurs quand on est jeune », résonnait dans son esprit. Ses poumons se serraient. Sa gorge brûlait. Elle traversa le grand hall telle une ombre s'évanouissant, ignorant les regards curieux du personnel et des clients de l'hôtel. Peu lui importait qui la voyait désormais. Sa dignité avait déjà été brisée devant les personnalités les plus influentes de la ville. Et Vincent, son mari, avait été celui qui avait donné le coup de grâce. Elle atteignit l'ascenseur, appuya sur le bouton d'une main tremblante et entra juste au moment où les portes s'ouvraient. Enfin seule, elle s'adossa au miroir et laissa couler ses larmes, silencieuses et implacables. Ses épaules tremblaient, mais ses sanglots restaient muets. C'était le genre de chagrin trop profond pour être entendu. Alors, est-ce que l'ascenseur commença? Elle ferma les yeux et tenta de se ressaisir avant de ressortir. Mais juste au moment où l'ascenseur atteignait la mezzanine, les portes s'ouvrirent et un homme entra. Grand, élégamment vêtu d'un smoking noir, avec un air discret de richesse et de précision, il s'arrêta en la voyant. Son expression se transforma, non pas en pitié, mais en curiosité et en inquiétude. « Je ne voulais pas déranger », dit-il calmement, d'une voix grave et posée. « Mais j'ai remarqué ton départ. » Déborah s'essuya les joues, se redressa et hocha poliment la tête sans parler. L'homme ne la pressa pas. Il se tenait à une distance respectueuse, l'observant attentivement tandis que l'ascenseur poursuivait sa descente. « Je suis Alexander Grant », dit-il en lui tendant une carte tirée de la poche intérieure de sa veste. « PDG de Grande Venture Capital.
Il hésita avant d'ajouter. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Ce n'était pas normal. Déborah regarda la carte, mais ne la prit pas immédiatement. Le regard d'Alexandre resta fixe. Je ne suis pas là pour te plaindre, ajouta-t-il. Mais si jamais tu as envie de parler affaires, idées ou autre chose, je suis prêt à t'écouter. Lorsque l'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, il s'écarta et lui tint la porte ouverte. Déborah passa devant lui en silence, sa main prenant enfin la carte. Elle ne se retourna pas. Mais dans sa paume, elle serrait la première lueur d'un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer, un avenir qui n'incluait pas Vincent Benson. C'était un lundi matin calme lorsque l'appel arriva, un appel auquel Déborah ne s'attendait pas, même si l'élégante carte de visite restait posée sur sa table de nuit, telle une question muette. Elle avait passé la majeure partie du week-end seule, ignorant les messages de Rachel et déclinant les invitations à quitter l'appartement. L'humiliation du gala la ternissait comme une plaie, non seulement sur sa réputation, mais aussi sur son moral. Elle n'avait pratiquement pas mis le pied dehors depuis. Alors, quand son téléphone vibra et qu'un numéro inconnu lui parvint, elle hésita avant de répondre. « Bonjour », dit-elle prudemment. La voix à l'autre bout du fil était claire et professionnelle. « Bonjour, Madame Benson. Je m'appelle Ava Langford. Je vous appelle de la part de Monsieur Alexander Grant. » Déborah se redressa, immédiatement alerte. « Monsieur Grant vous a demandé si vous seriez disponible pour un déjeuner rapide cette semaine. Il a insisté sur le fait qu'il s'agissait uniquement d'une réunion d'affaires, rien de plus. » Déborah marqua une pause, le cœur battant, avant de répondre. « Oui, je me souviens de lui. Puis-je vous demander pourquoi ?» Le ton d'Ava ne faiblit pas. « Monsieur Grant a été impressionné par votre sang-froid l'autre soir. Il a examiné votre nom et a découvert votre formation en histoire de l'art et votre projet de galerie. Il pense que vous avez peut-être un projet intéressant à développer sur le plan commercial. » Déborah cligna des yeux, stupéfaite. Personne n'avait évoqué son idée de galerie depuis des mois, pas même Vincent, qu'il avait catégoriquement rejeté comme un fantasme. Le simple fait que quelqu'un du calibre d'Alexander Grant en ait eu connaissance était surréaliste. « Il m'a demandé de préciser qu'il ne faisait pas de charité, » poursuivit Ava. « Il lui propose de discuter d'une éventuelle initiative susceptible de s'intégrer à son nouveau portefeuille d'investissement culturel. » Deborah Spiral Entertainment. Ses émotions étaient confuses, incrédulité, suspicion, mais aussi une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La curiosité. Ils s'installèrent mercredi après-midi dans un bistrot discret mais chic de l'Upper West Side. Après l'appel, Déborah resta assise dans sa chambre, contemplant la ville à travers les hautes fenêtres. Son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Était-ce vraiment une porte qui s'ouvrait, ou un autre mirage déguisé en politesse? Pourtant, quelque chose dans la présence calme d'Alexander Grant dans cet ascenseur l'avait frappé. Il n'avait manifesté aucune pitié, seulement de l'attention. Et dans un monde où elle s'était longtemps sentie invisible, cela avait signifié quelque chose. Elle jeta un coup d'œil au miroir et se murmura. « Ne te rétracte pas maintenant. » Pour la première fois depuis des semaines, elle se leva, ouvrit son placard et commença à réfléchir à sa tenue. Le bistrot choisi par Alexander était caché derrière des murs couverts de lierre, dans un coin tranquille de l'Upper West Side, élégant, intime et à l'abri du tumulte de la haute société. Déborah arriva 15 minutes en avance, la nervosité à fleur de peau sous un manteau bleu marine sur mesure et de 12 boucles qui encadraient son visage. Elle portait un maquillage minimaliste et des boucles d'oreilles en perles classiques, simples mais intentionnelles. L'hôte la salua chaleureusement et la conduisit à une table privée près de la fenêtre. Elle retirait encore ses gants lorsqu'Alexandre arriva, pile à l'heure, aussi calme et imperturbable qu'elle s'en souvenait. Il la salua d'une poignée de main ferme mais courtoise, sans regard prolongé, sans sourire condescendant, simplement avec un professionnalisme discret et assuré. « Merci d'être venue, Madame Benson, » dit-il. « Ou devrais-je dire, Mademoiselle Charles ?» Déborah esquissa un sourire modeste. « Déborah va bien. » Alors qu'il s'engageait dans la conversation, la tension initiale s'estompa. Alexandre avait une façon d'écouter qui semblait relever d'un art rare. Il n'interrompait pas, ne dominait pas. Au contraire, il posait les questions importantes. Il voulait savoir comment Déborah était tombée amoureuse de l'art. Elle lui raconta ses visites d'enfance au Musée des Beaux-Arts de Boston,
comment son père lui avait offert un carnet de croquis anciens pour ses 9 ans, et comment elle rêvait d'ouvrir un espace où exposer des pièces vintage oubliées ou méconnues. Tous les chefs d'œuvre ne sont pas exposés dans une galerie, dit-elle doucement. Parfois, ils sont enterrés dans des ventes immobilières et des recoins poussiéreux, attendant que quelqu'un s'en soucie. Alexander hocha la tête pensivement. Ce n'est pas seulement une question de vision artistique. C'est une vision du marché teintée d'émotion. Les investisseurs remarquent ce genre de choses. Déborah cligna des yeux, surprise. Personne n'avait jamais parlé de sa passion comme d'un investissement viable. Vincent l'avait qualifié de distraction. Alexandre l'avait qualifié de potentiel. Le déjeuner se déroula sans accroc, avec des plats élégants, des conversations tranquilles, des rires inattendus et une étrange mais bienvenue sensation de bien-être. Lorsque le dessert arriva, Alexandre se pencha légèrement en arrière et la regarda avec un calme délibéré. « Tu t'es comporté avec dignité l'autre soir, dans une pièce qui ne te méritait pas, » dit-il. « J'ai vu des gens s'effondrer lors de négociations à plusieurs milliards de dollars sans beaucoup de provocation. Mais vous n'avez ni crié ni couru. Vous êtes resté immobile. Ce genre de contrôle est rare. » Déborah sentit les compliments l'envahir comme une chaleur sur une peau longtemps privée de soleil. Elle ignorait où cela la mènerait, elle n'était pas assez naïve pour supposer qu'il s'agissait de quelque chose de plus qu'une simple affaire. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas invisible. Elle se sentait vue, et tandis qu'elle sortait du bistrot dans l'air frais de l'après-midi, il y avait quelque chose de nouveau dans sa démarche, quelque chose que Vincent n'avait pas brisé. La confiance. Le scandale éclata un jeudi matin avec la subtilité d'un éclair. Tout a commencé par une rumeur dans les milieux de la finance numérique. Une fuite anonyme affirmait que Pamela Tyler, designer et supposée consultante de Benson Global Holdings, avait détourné des fonds de l'entreprise pour financer des dépenses de luxe personnel. À midi, l'histoire a fait le tour des tabloïds économiques. Les gros titres disaient « designer ou imposteur ». Pamela Tyler accusée de détournement de fonds liés à un empire immobilier. Des photos suivaient Pamela sortant de jets privés, signant des baux dans des boutiques parisiennes et achetant un collier à 300 000 $ aux enchères à Dubaï. L'argent aurait été payé par l'intermédiaire de sociétés écrans directement liées à l'entreprise de Vincent. L'histoire était convaincante, accablante et trop médiatisée pour être ignorée. En quelques heures, les téléphones de Benson Global étaient saturés de journalistes, de demandes juridiques et de membres du conseil d'administration anxieux exigeant des réponses. Vincent arriva à son bureau dans un climat de tension. Son assistante, Lydia, paraissait pâle et distante. La réceptionniste évita son regard. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, il fut accueilli non par des hochements de tête polis, mais par un silence de marbre. Le président du conseil d'administration, Charles Langston, prit la parole le premier. « Vincent, nous avons convoqué une réunion d'urgence. Nous attendons une divulgation complète. Immédiatement. La situation s'est lentement détériorée. » Bien que Vincent ait tenté de défendre ses décisions, affirmant que Pamela avait été contrôlée et que ses activités commerciales étaient alignées sur ses initiatives marketing, le conseil d'administration a décelé la façade. Les documents financiers étaient déjà examinés par des auditeurs externes. Les actionnaires étaient pris de panique. La valorisation de l'entreprise a chuté de 12% à la clôture, et 2 investisseurs de longue date se sont retirés publiquement. Vincent a perdu son sang-froid. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus le magnate intouchable. Il était un handicap. Pamela, comme prévu, disparut. Son téléphone était éteint. Son appartement était fermé à clé. Le temps que Vincent envoie quelqu'un au bureau de sa boutique en centre-ville, tout était vidé, les dossiers déchiquetés, les disques durs disparus, le personnel désemparé. Il devint douloureusement évident qu'elle l'avait utilisé, comme Oliver l'avait prévenu. Mais pire que la trahison, c'était l'humiliation. Ses pairs d'élite chuchotaient comment une femme sans diplôme de commerce avait démantelé une partie de son empire de l'intérieur. Vincent était assis seul dans son bureau vitré à la tombée de la nuit, les yeux rivés sur les gros titres de son téléphone. Le pouvoir qu'il avait bâti brique par brique s'effritait sous le poids de sa propre cécité. Et quelque part dans la ville, le silence de Déborah avait commencé à résonner plus fort que son nom. La galerie se trouvait dans un coin tranquille du Flatiron District, où les pavés vieillis côtoyaient l'acier et le verre, un mélange parfait d'histoire et de modernité. Déborah la baptisée Resurge,
un titre simple mais puissant qui reflétait non seulement l'œuvre d'art qu'elle contenait, mais aussi la femme qui lui avait donné vie. Autrefois un entrepôt de tapisserie abandonné, cet espace s'est transformé en un havre de lumière avec ses sols en béton brossé, ses murs en briques récupérées et ses immenses fenêtres baignant l'espace de lumière naturelle. Chaque pièce de la galerie racontait une histoire. Peintures à l'huile vintage provenant de successions oubliées, sculptures restaurées d'artistes inconnus, dessins à l'encre jamais encadrés. Ce n'était ni bruyant ni vantard. C'était intentionnel. Pose. Comme elle. En coulisses, Alexander Grant avait tenu sa promesse, discrètement, respectueusement et sans condition. Son financement provenait d'une initiative culturelle privée lancée par son entreprise pour soutenir les voies artistiques sous-représentées, et il avait clairement indiqué dès le départ que cette vision était la sienne. Deborah a organisé chaque pièce, conçu l'aménagement intérieur, sélectionné l'éclairage et même rédigé la déclaration de mission gravée sur le mur d'entrée. Là n'est pas une décoration. C'est une résurrection. Rachel a contribué à la logistique, et Melissa a veillé à ce que tous les cadres juridiques soient clairs et à son nom, entièrement à elle. Lorsque la galerie fut prête pour le vernissage, tout avait changé. Deborah n'était plus une épouse éclipsée par un homme puissant. Elle était le nom derrière la marque. Le visage sous les projecteurs. L'histoire qui mérite d'être racontée. Et la presse l'a racontée. L'inauguration de Résurgence a suscité l'intérêt inattendu des critiques d'art, des blogueurs de mode et même des médias économiques qui avaient eu vent des tempêtes silencieuses entourant Vincent Benson. Des photos de Deborah debout sous une restauration de fresques murales du XIXe siècle sont devenues virales, accompagnées de titres tels que « De l'oubli à la fondatrice » et la femme qui a retrouvé sa voix à travers l'art. Alexander a assisté à l'événement, mais s'est tenu à l'écart, observant avec une fierté discrète Deborah se frayer un chemin à travers la foule avec une sérénité et une assurance qui lui étaient propres. Elle portait une robe grise fluide ornée de broderies argentées, ses boucles relevées avec une élégance minimaliste, son sourire subtil mais inébranlable. L'humiliation du gala, les années d'invisibilité, ne la pesaient plus. Elle n'avait pas simplement survécu. Elle était arrivée. Et la ville commençait enfin à la remarquer. L'air nocturne sur le toit du Méridien, l'un des salons de luxe les plus discrets de Manhattan, était empreint d'un calme paisible, juste le tintement occasionnel d'un verre ou un léger fredonnement de jazz à l'intérieur. Deborah se tenait près de la balustrade en verre, contemplant l'étendue lumineuse de la ville en contrebas. La lumière s'étendait à l'infini dans toutes les directions, reflétant le déroulement soudain de sa vie, à la fois infinie, intimidante et magnifique. Elle portait un simple chemisier ivoire et un pantalon noir tailleur, ses cheveux rassemblés en un chignon aux boucles souples tombant près de ses oreilles. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Alexander l'invite ici. Au début, elle avait cru qu'il s'agissait d'un autre dîner d'affaires, peut-être une célébration informelle du lancement réussi de Resurge. Mais à mesure que la soirée avançait et que leur conversation devenait plus personnelle, elle commença à sentir qu'il y avait quelque chose de plus profond dans l'air entre eux. Un non-dit. Alexandre s'approcha avec 2 verres de cidre pétillant, son préféré, dont il se souvenait depuis leur 2e déjeuner. Il ne se tint pas trop près et ne se précipita pas. « Tu as changé » dit-il doucement en lui tendant un verre. « Pas vers quelqu'un de nouveau, mais vers davantage de ce que tu as toujours été. » Deborah le regarda, surprise par la justesse de sa déclaration. Il continua, « Je t'ai vu transformer la douleur en quelque chose de significatif. Je t'ai vu construire quelque chose avec grâce alors que le monde essayait de te détruire. Je n'ai pas soutenu ta galerie uniquement par ingéniosité, Deborah. Je l'ai fait parce que je croyais en toi. » Son ton était posé, sans exigence, sans dramatisation, juste honnête. Il prit une inspiration, puis ajouta, « Je t'admire. Et je mentirais si je disais que je n'avais pas pensé à autre chose qu'à nos affaires. » Le cœur de Deborah palpitait, un mélange d'incrédulité, de chaleur et de peur. Elle fixa l'horizon, laissant les lumières se brouiller un instant. Aucun homme ne lui avait parlé ainsi. Même pas Vincent au début. Alexandre ne voulait pas la sauver. Il ne voulait pas la posséder. Il la voyait simplement. Et pourtant, Deborah hésitait. Les cicatrices de son mariage n'étaient pas seulement émotionnelles, elles étaient ancrées dans sa vision de la confiance, de l'amour et d'elle-même. « Je ne sais pas si je suis prête, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je viens à peine de retrouver mes marques. » Alexandre hocha lentement la tête,
l'air calme et réceptif. Alors j'attendrai, dit-il. Non pas que j'attende quoi que ce soit de toi, mais parce que tu vaux la peine d'attendre. Il n'y avait aucune pression dans ses paroles. Juste une présence. Juste une promesse. Et pour Déborah, c'était plus puissant que n'importe quelle grande déclaration d'amour. Vincent Benson ne s'était pas regardé dans un miroir depuis des jours, pas vraiment. L'homme qui le fixait dans le reflet flou de sa salle de bain autrefois impeccable était plus mince, mal rasé et débarrassé de l'arrogance qui le caractérisait autrefois. Pamela avait disparu. Son départ fut brutal et impitoyable. Un message vocal annonçait qu'elle avait surmonté le drame et trouvé mieux. Sa trahison reflétait la sienne, en plus dévastatrice. Le conseil d'administration avait contraint Vincent à un congé indéterminé, le temps de l'enquête. Les investisseurs avaient fui. Les médias continuaient de tourner en rond comme des vautours. Et malgré tout cela, une image revenait sans cesse dans son esprit, Déborah. Immobile et digne dans cette salle de bal, il la détruisit d'une phrase inconsidérée. Il l'avait humiliée publiquement, l'avait dépouillée de son honneur et s'était moqué de la seule personne qui n'avait jamais rien demandé d'autre que de l'amour. Maintenant, il était seul, et il voulait la récupérer. Il arriva à Ressurge sans prévenir, vêtu d'un manteau sombre trop ample, les yeux cernés par le manque de sommeil. La galerie venait de fermer pour la soirée. Déborah était à l'intérieur avec Rachel, examinant les nouvelles propositions d'artistes. Lorsqu'elle l'aperçut à travers la porte vitrée, son souffle se coupa, non pas par désir, mais par incrédulité. Elle ouvrit calmement la porte et sortit dans l'air frais du soir, sa posture aussi posée que les œuvres d'art qu'elle abritait. Vincent tenta de sourire, mais son sourire s'évanouit aussitôt. « Tu es incroyable, dit-il faiblement. Déborah, j'ai fait des erreurs. Des grossesses. J'étais aveugle. Et j'ai tout perdu parce que j'ai laissé quelqu'un d'autre empoisonner ce que nous avions. Mais je le vois maintenant. Il te foi. Je me souviens de qui tu es. » Déborah ne parla pas immédiatement. Elle l'observa, ses épaules affaissées, le désespoir dans son regard, le son creux de ses paroles. Dans une autre vie, elle aurait peut-être pleuré pour lui. Mais pas celle-ci. « Tu ne m'as pas perdu à cause de Pamela, dit-elle sèchement. Tu m'as perdu le jour où tu as cessé de voir ma valeur. Après ça, tout n'était que bruit. » Vincent lui prit la main, mais elle recula. « Je ne suis pas à toi, Vincent. Ni maintenant, ni jamais. » Sa voix était dépourvue de colère, seulement irrévocable. Il resta là, les mains tremblantes, tandis qu'elle retournait à la galerie sans un mot. La porte se referma doucement derrière elle, et il resta seul sur le trottoir, la lueur des néons de la ville le projetant dans l'ombre de ce qu'il était autrefois. La femme qu'il avait autrefois qualifiée d'erreur était devenue un chef-d'œuvre, et elle ne regrettait pas son geste. Le soleil matinal entrait dans la galerie, projetant de longs rayons dorés sur le sol poli. Déborah se tenait près de la grande fenêtre, une tasse de thé à la main, observant la ville respirer. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de Ressurge, et durant ce temps, elle avait grandi d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La galerie était devenue plus qu'un espace d'art, c'était un sanctuaire de redécouverte, non seulement pour les artistes présentés, mais pour Déborah elle-même. Elle s'était débarrassée du silence qui l'enveloppait autrefois, avait troqué la soumission contre l'estime de soi et avait transformé la douleur en but. Les rumeurs sur son passé ne la hantaient plus. Au contraire, elles avaient construit sa légende. Son nom était désormais le sien, non plus celui de Vincent, ni l'ombre d'une épouse de Magne. Hâte, mais une signature, une voix dans chaque œuvre sélectionnée. Alexandre ne la bousculait jamais. Après cette conversation sur le toit, il était resté proche mais respectueux, s'immisçant dans sa vie non pas comme un sauveur, mais comme une présence constante. Il parlait souvent, partageait de longues promenades et trouvait un rythme commun qui n'avait rien à voir avec les titres ou le pouvoir. Il l'admirait non pas pour son passé, mais pour la force qu'il lui fallait pour le surmonter. Un soir d'automne frais, alors qu'il se promenait dans Central Park, il lui tendit la main, non pas en signe de déclaration, mais en offrande. Déborah la prit, non par nécessité, mais par choix. En lui, elle trouvait une compagnie qui n'exigeait pas la soumission. En elle, il trouvait quelqu'un qui la mettait au défi et l'inspirait. Ensemble, ils étaient égaux, 2 êtres qui avaient surmonté les tempêtes et avançaient désormais les yeux grands ouverts. La vie ne s'est pas arrangée comme par magie, et ce n'était pas nécessaire. Il y avait encore des réunions auxquelles assister, des expositions à organiser et des gros titres occasionnels à ignorer.
Mais Déborah ne mesurait plus sa valeur à ses proches ni à la pièce dans laquelle elle était autorisée à entrer. Elle a construit son chemin, pierre après pierre, et l'a parcouru avec une fierté tranquille. Pour l'anniversaire de la galerie, Alexander se tenait à ses côtés, non pas comme un mécène, ni comme une figure de pouvoir, mais comme un homme qui l'aimait précisément pour ce qu'elle était devenue. Alors qu'ils levaient leur verre pour un petit toast, le soir, Déborah souriait, non pas du petit sourire hésitant d'une survivante, mais du sourire ample et lumineux d'une femme qui avait enfin repris sa vie en main. Elle n'avait pas seulement échappé à l'ombre de la cruauté de Vincent. Elle avait pénétré dans sa lumière et choisi l'amour selon ses propres conditions. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.